Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture où je passe en revue les derniers livres qui m'ont occupé pour en dire ce que j'en ai retenu et puis réfléchir un peu à partir de ces livres-là. Aujourd'hui, il va être question du journal du séducteur de Søren Kierkegaard, philosophe danois du XIXe siècle. Mais il ne s'agit pas vraiment d'un livre de philosophie. En fait, c'est quelque chose d'assez surprenant que cet objet-là, d'assez daté sur pas mal de points d'ailleurs, et je ne suis pas certain que si on le lit comme manuel de séduction, ce soit tout à fait approprié. Mais déjà, je le lis ici chez Folio Essai, m'attendant donc à un essai philosophique, puisque c'est un philosophe qui écrit ceci, sur la séduction. En même temps, c'est un journal, donc un journal intime, et ça se présente effectivement avec des dates, le 3 juin, le 16 mai, etc. Alors, est-ce que c'est le journal de pensée d'un philosophe à propos de la séduction? Mais ce n'est pas un journal sur la séduction, c'est le journal du séducteur. Parfois traduit d'un séducteur, ce qui ne change pas grand-chose. Donc, journal du séducteur, ou d'un séducteur qui raconte comment il va séduire, en effet, une jeune fille. En fait, on pourrait parler donc de journal intime, de roman. De fait, c'est sans doute le qualificatif qui correspondrait le mieux plutôt que de le classer dans les essais. Ce qui n'est pas dit dans cette version ici en folio que j'ai acheté il y a très longtemps, qui traînait dans ma bibliothèque depuis longtemps, donc il fait partie de ces livres qu'on achète sur un coup de tête, ou un coup de cœur peut-être, je ne sais pas exactement dans quel état j'étais au niveau des questions de séduction à ce moment-là, mais, et puis, bon, qu'on laisse, parce que, est-ce qu'on va vraiment lire ça? Puis bon, je l'ai ressorti récemment, sans trop savoir justement ce que c'était. En plus, il semblerait que cela soit une partie d'une œuvre plus importante de Kierkegaard, d'un livre qui s'appellerait Ou bien, dans lequel il va énoncer des thèses d'ordre beaucoup plus philosophique, où il oppose deux manières de vivre, à savoir la manière esthétique, et là on est dans la question esthétique, et la manière éthique, exposée dans d'autres livres de Kierkegaard. J'avais lu le traité du désespoir, qui était désespérant en effet. Là, c'est plus léger, dirons-nous, même si c'est sans doute plus léger quand on lit ça en tant qu'homme. En tant que femme, je serais beaucoup plus circonspect si j'étais une femme devant un tel livre. Et je le suis quand même en étant un homme, je le suis quand même. Bref, journal du séducteur, esthétisme, ce qui compte pour le personnage de ce livre-là, Johannes, c'est l'esthétique. On est dans la première partie du XIXe siècle, en plein romantisme, en pleine vision idéalisée de la nature, de la femme, comme être naturel, alors que l'homme serait l'être culturel, dans des stéréotypes qui évoluent depuis les périodes plus anciennes, tout en restant profondément sexiste. Ce qui évidemment rend cette lecture aujourd'hui totalement inopérante dans le monde actuel. Donc,
Pour en avoir une idée un peu plus précise, voilà quelques extraits que je vais lire dans ce journal, date du 16 mai par exemple. Comme c'est beau d'être amoureux. Beau. Vous voyez bien qu'on est directement dans l'aspect esthétique. C'est pas qu'est-ce que ça fait du bien d'être amoureux. C'est qu'est-ce que c'est beau. L'amour comme idéal esthétique. Et comme il est intéressant de savoir qu'on l'est. Là, on a le philosophe. Non seulement être amoureux, mais en être conscient. Voilà la différence. Je peux m'irriter en pensant que pour la deuxième fois, elle a disparu de devant moi. En un sens, cela me fait plaisir. Dans l'esthétique, il y a l'idée du plaisir. Un plaisir pourtant lié à une rencontre, une deuxième rencontre furtive. L'image que je possède d'elle semble être une image tantôt réelle et tantôt idéale de sa figure. J'évoque à présent cette image devant mes yeux. Mais c'est justement parce qu'elle représente la réalité, ou que la réalité en a été la cause, qu'elle possède un certain enchantement. Je ne sens aucune impatience, car elle doit sûrement être de Copenhague, et pour l'instant cela me suffit. Cette chance est la condition pour que son image puisse vraiment apparaître. Il faut jouir, à nouveau, le plaisir, la jouissance. Il faut jouir de tout à longs traits. Et ne devrais-je pas être tranquille, moi qui ose me considérer comme l'enfant gâté des dieux, auquel échut le rare bonheur de devenir encore une fois amoureux. Bon, là, on a une rhétorique un peu empoulée. L'enfant des dieux, ça c'est aussi très 19e, ça. Très romantique. C'est pourtant une chose qu'aucun art, aucune étude ne peuvent faire éclore. C'est un don. L'amour comme quelque chose de naturel. Mais si j'ai réussi à faire naître un nouvel amour, j'ai réussi à faire naître. Il est actif. Alors que la femme est toujours présentée comme passive, ou si elle devient active, c'est parce que l'homme l'aura rendue active. Dans une tactique subtile. En tout cas, c'est la version que nous propose Kierkegaard ici, c'est évidemment pas celle que je défends à titre personnel. Donc, mais si j'ai réussi à faire naître un nouvel amour, je veux cependant voir combien de temps je pourrai le garder. Je le choirai plus que je ne l'ai fait pour mon premier amour. La chance ne nous gâte pas trop souvent. Si elle se présente, il y a vraiment lieu d'en profiter. Le malheur, c'est qu'il n'est pas du tout difficile de séduire une jeune fille, mais d'en trouver une qui vaille la peine d'être séduite. Là, on a déjà peut-être un peu de misogynie qui s'insinue, même si on peut aussi considérer que notre séducteur n'est pas un Don Giovanni qui va séduire 1003 femmes en Espagne, mais il en séduit une, mais pas n'importe laquelle. Bon, ça c'est le début. Rencontre dans les rues de Copenhague où il vit de cette femme, de cette jeune fille mystérieuse. Petit à petit, il se rapprochera d'elle, mais il veut, comme il le dit, prendre le temps. Il veut aller tranquillement. Et pour cela, il va utiliser de certains subterfuges, et notamment d'un certain Édouard. Édouard, un ami de la famille de la jeune fille vit seule avec sa tante,
sa vieille tante, parce que ses parents sont morts, donc c'est une orpheline qui vit avec sa tante. Il y a un certain Édouard qui lui tourne autour, qui n'a pas le même caractère que Johannes, c'est le nom du séducteur, ici du narrateur de ce journal du séducteur, qui est beaucoup plus emprunté dans la séduction, justement, beaucoup moins tacticien et beaucoup plus bouleversé par son amour et pétrifié par celui-ci. Et donc, que va faire Johannes? Il va utiliser Édouard pour indirectement séduire Cordelia, cette jeune fille. Et il va les caser ensemble, quoi. Édouard et Cordelia, mais tout en restant pas loin, tout en séduisant la vieille tante, tout en entrant dans les petits papiers de la vieille tante, en lui parlant d'agronomie, d'économie agricole, des sujets qui n'intéressent absolument pas Johannes et la jeune fille Cordelia non plus, mais qui intéresse la tante en question. Donc, bon, c'est tout à fait tactique. Donc, il reste dans le coin, il colle Cordelia et Édouard, et bon, en gros, la pauvre Cordelia, avec un nigaud comme Édouard, va assez vite s'ennuyer, et puis, tout d'un coup, notre ami Johannes va piquer la place du pauvre Édouard. Bon. Donc on voit bien que la question éthique, elle est quand même un peu limite ici. Le pauvre Édouard et puis la pauvre Cordelia sont quand même un tout petit peu manipulés, et la tante également. Nous voilà donc amis, Édouard et moi. Ça c'est le 7 juin. Une vraie amitié, les meilleures relations existent entre nous, comme on n'en a pas connu depuis la plus belle époque de la Grèce. Nous sommes vite devenus intimes, après que je l'ai amené à me confier son secret, mais seulement après l'avoir engagé dans de nombreux commentaires touchant Cordelia. Il va sans dire qu'en raison de tous ces secrets réunis, cela pourrait bien s'y ajouter. Pauvre garçon, depuis longtemps déjà il soupire. Il se fait beau chaque fois qu'elle vient, ensuite il l'accompagne lorsqu'elle rentre le soir. Son cœur bat à l'idée que son bras repose sur le sien. En route, ils observent les étoiles, ils tirent la sonnette de la maison, elle disparaît, il désespère, mais garde l'espoir pour la prochaine fois. Il n'a pas encore eu le courage de poser ses pieds sur le seuil de sa porte, lui qui a eu des chances aussi superbes. On sent quand même le ton moqueur de notre séducteur face à l'incapacité d'Édouard à séduire Cordelia alors que il en a l'occasion rêvée, mais qu'il reste sur le seuil, même pas sur le seuil de la porte de Cordelia. Bon, petit à petit, Édouard en va s'en débarrasser, et notre séducteur, par l'entremise de la tante, va devenir le fiancé de Cordelia et entrer dans une relation beaucoup plus proche, même si finalement les fiançailles également sont tactiques et que lui, ce qu'il veut, c'est faire évoluer Cordelia au point qu'elle l'aime. Peu à peu, mes attaques commencent à s'approcher d'elle, à devenir plus directes, des attaques. Le vocabulaire militaire dans le monde de la séduction, c'est un vieux topos qu'on trouve partout dès le Moyen-Âge. Hein. C'est les chevaliers servants, etc. Et qu'on trouve ici aussi.
Si je devais indiquer ce changement de tactique, vous voyez que ce terme de tactique il est ici, dans mes rapports avec la famille, je dirais que j'ai tourné ma chaise de façon à la voir de côté. Petit détail qui change tout. Je m'occupe un peu plus d'elle. Je lui adresse la parole. Je lui arrache des réponses. Il a joué l'indifférent, tout d'un coup. Il commence à s'occuper un petit peu d'elle. Son âme est passionnée, violente, et sans que des réflexions insensées et vaines l'aient aiguisée vers les bizarreries, elle ressent un besoin d'exceptionnel. Mon ironie sur la méchanceté des hommes, ma raillerie de leur lâcheté et de leur tiède indolence l'intéresse. Elle aime, je crois, à conduire le char du soleil à travers la voûte du ciel, à s'approcher trop de la terre et à griller un peu les hommes. Là encore, on a des métaphores très romantiques, très datées aussi, me semble-t-il. Bref, il se rapproche d'elle, ils vont s'écrire des lettres. Enfin, on va surtout lire les lettres que lui écrit à Cordelia. Ma Cordelia, j'ai un secret à te confier, mon ami intime. À qui pourrais-je le confier? À l'écho? Il le trahirait. Aux étoiles? Elles sont glaciales. Aux hommes? Ils ne comprennent pas. Il n'y a que toi à qui j'ose le confier, car tu sais l'oublier. Il existe une jeune fille plus belle que le rêve de mon âme, plus pure que la lumière du soleil, plus profonde que la source des mers, plus fière que le vol de l'aigle. Il existe une jeune fille, oh, penche ta tête vers mon oreille et vers ma voix, pour que mon secret puisse s'y faufiler. J'aime cette jeune fille plus que ma vie, car elle est ma vie. Je l'aime plus que tous mes désirs, car elle est mon seul désir. Plus que toutes mes pensées, car elle est mon unique pensée. Plus ardemment que le soleil aime les fleurs. Plus intimement que le chagrin secret de l'âme en peine. Plus impatiemment que le sable brûlant du désert aime la pluie. Je suis attaché à elle avec plus de tendresse que le regard de la mère à l'enfant, avec plus de confiance qu'une âme en prière. Elle est plus inséparable de moi que la plante de sa racine. Toutes ces comparaisons, sans dire directement que la jeune fille, c'est elle, même si c'est un secret de Polichinelle, que celui-ci. On retrouve tout le vocabulaire des romantiques ici. Et toujours avec cette idée de tactique. Cette lettre-là, c'est pour la coller à lui, pour qu'elle en devienne dingue, ce qu'il appelle au fond l'érotisme, pour créer une situation érotique, sans qu'on soit dans un érotisme du corps, sans qu'on soit uniquement, en tout cas, dans cet érotisme-là. Il y a quelque chose de spirituel chez Kierkegaard, qui est un philosophe qu'on classe généralement chez les existentialistes chrétiens, quelque chose comme ça. Donc il y a une dimension religieuse et qu'on voit à l'œuvre de manière très puissante à cette époque-là, dans la période du début du XIXe siècle. Retour vers la nature, vers le spirituel, et vers la femme comme objet naturel. Et donc, bon, il y a toute cette histoire de séduction, ça va évidemment pas forcément tourner à l'avantage de la jeune fille, sans qu'on soit non plus dans les romans du XVIIIe siècle. Rien à voir avec les liaisons dangereuses et les libertins beaucoup plus cyniques de l'époque précédente. Mais finalement, toute cette histoire-là, quand on la lit aujourd'hui au XXIe siècle, elle nous met mal à l'aise parce que les rapports humains, on sent bien qu'ils ont changé, ou en tout cas, s'il reste des bribes
de cette manière-là de concevoir les relations amoureuses, elle nous gêne parce qu'elle repose sur une vision figée de la femme et une vision qui ne peut plus aujourd'hui fonctionner et qui fait au fond s'écrouler cette séduction-là. Parce que derrière, il y a des idées quand même très 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 contestables. Cette existence de la femme, existence en dit déjà trop, car elle n'existe pas ex elle-même, est correctement exprimée par le mot grâce. La femme, c'est la grâce, qui rappelle la vie végétative. Une belle plante, la comparaison des plantes, des fleurs, etc., qui était déjà dans la lettre qu'écrivait Johannes à Cordelia. Donc, cette idée de la femme comme végétale, est-ce qu'on peut encore utiliser ce genre de comparaison aujourd'hui? Ça paraît quand même très, très, très limite. Elle ressemble à une fleur, comme les poètes aiment à le dire. Évidemment, les poètes, les femmes fleurs, la mignonne, allons voir si la rose, tout ça, c'est des vieilles choses qu'on entendait encore beaucoup à l'époque, qui aujourd'hui passent beaucoup moins bien. Et même la spiritualité a en elle un caractère végétatif. Encore une fois, végétal, végétatif, c'est encore plus péjoratif au fond. Elle se trouve tout à fait sous la détermination de la nature et n'est par conséquent qu'esthétiquement libre. En un sens plus profond, elle ne devient libre que par l'homme. Et c'est pourquoi l'homme demande sa main et on dit qu'il la délivre. Vous voyez quand même la vision de la femme qu'il y a là derrière, qui fait que quand on lit ça aujourd'hui, ouais, on est quand même un tout petit peu retenu, disons, ou face à quelque chose qui ne passe plus. Alors est-ce qu'il faut supprimer ce genre de théorie dans une sorte de culture de l'effacement, un cancel culture comme certains le disent? Non, simplement il faut remettre ça dans son contexte et c'est intéressant de voir à quel point les images qu'on se faisait des hommes et des femmes étaient figées à l'époque et sont encore quelque part là au fond de notre cerveau. Et on a de la peine à se dépêtrer de cette idée que la femme c'est la nature et que la femme c'est végétal, c'est végétatif, c'est passif et que c'est l'homme qui révèle à la femme sa liberté. C'est évidemment totalement faux. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'amour, si ça consiste à accueillir des fleurs, quoi? Est-ce que c'est vraiment si intéressant et si beau que ça, par rapport à une relation plus égalitaire, qui serait ce que nous cherchons à construire aujourd'hui? Voilà, c'était quelques réflexions à partir du journal du séducteur de Søren Kierkegaard. Un livre intéressant, même si de l'eau a coulé sous les ponts depuis l'époque où on pouvait séduire les femmes ainsi.